Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Média. Nous sommes le mardi 29 août 2023 et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur ce plateau. L'été touche à sa fin et malgré les vacances de chacun ici, Le Média vous accompagne pour vous informer au quotidien, notamment avec ce Flash Info version été. Et la rentrée prochaine se fera à la télé, mais surtout avec vous, vous le savez. D'ici la fin du mois d'octobre, vous aurez enfin un média de gauche, d'opposition, populaire et indépendant sur le petit écran. Ne loupez pas cette grande étape de l'histoire médiatique en vous inscrivant via le lien disponible en description pour recevoir toutes les informations concernant la grande campagne à venir. Le chantier, comme le défi, est immense. En cette journée internationale contre les essais nucléaires, c'est vrai que l'actu était un petit peu tristoun aujourd'hui. Mais quand même, Macron qui veut organiser un grand dialogue qu'il appelle initiative politique d'ampleur, waouh! Bref, lui qui veut organiser un dialogue avec les forces d'opposition, mais refuse d'y inviter le groupe Lyot, tout ça parce que ce petit groupe parlementaire, il n'a pas été gentil avec le président à l'époque de la réforme des retraites, il fallait qu'on en parle, histoire de se moquer un petit peu. On rit à moitié, parce que vous allez le voir, encore une fois, il se fout du monde, le Macron. À côté de ça, il y a aussi les Polynésiens victimes des essais nucléaires effectués par l'État français dans le Pacifique, qui ont toujours autant de mal à recevoir leurs indemnisations. Fallait qu'on en parle aussi. Bref, vous connaissez le gimmick, de choses et d'autres, nous allons parler dans ce nouveau bulletin d'infos de l'été qui touche à sa fin. Ouais, je sais, c'est nul. Emmanuel Macron est-il un enfant de 6 ans ? C'est la question qu'on est en droit de se poser après que notre cher président ait refusé de convier le groupe Lyot à sa fameuse initiative politique d'ampleur. Vous ne voyez pas ce que c'est ? Mais si, c'est ce grand rendez-vous, dîner compris, prévu par le patron de l'Élysée avec toutes les forces politiques d'opposition, soi-disant pour renouveler la méthode démocratique et rassembler après avoir foutu quand même un beau bordel avec la réforme des retraites. Attendez, c'est Olivier Véran qui vous l'expliquera le mieux. Vous avez une autre innovation démocratique qui est, pour la première fois, de proposer aux chefs de parti de mettre de côté peut-être un certain nombre de divisions de forme. Ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres, mais ils ont des idées, des propositions à nous faire. Et le président leur dit, venez avec, on va en faire quelque chose pour les Français. Et on va en faire quoi ? Un référendum ? Des référendums ? Eh bien, il le dit lui-même, le président. Il est ouvert à faire un référendum, et pourquoi pas même un préférendum. Alors pour les Français qui vous regardent, qui disent qu'est-ce que c'est que ce truc. Préférendum, c'est un concept qui nous permettrait de tester plusieurs sujets à la fois au cours d'un même vote. Par exemple, vous pouvez poser des questions multiples aux Français. Je ne dis pas que c'est ce qui est sur la table, mais je dis que le même jour, aucune ce serait pas plusieurs référendums les uns après les autres, ce serait peut-être un référendum dans lequel il y ait plusieurs cases à cocher. Vous connaissez le reproche qu'on fait souvent à un référendum, c'est qu'on dit que les Français vont voter pour ou contre celui qui pose la question. Peut-être qu'en posant plusieurs questions, les gens vont peut-être se lâcher sur un item et pouvoir répondre aussi sur le fond, sur l'ensemble des autres questions. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on parle d'innovation... Quelle forme, si j'essaie de comprendre, c'est quoi ? C'est des papiers avec plusieurs questions, il faut cocher, il faut... Quand on parle d'innovation, et quand je vous dis que les choses ne sont pas écrites par avance, c'est que justement, c'est ce qu'il faut discuter avec les chefs de parti. Et quand je vous parle d'innovation démocratique, et quand le président annonce une initiative d'ampleur, c'est que c'est bien innovation d'ampleur. Un préférendum, bordel. Ils sortent des concepts avec des noms agaçants à la minute, ceux-là. Bon, en tout cas, voilà, comme je le disais, toutes les forces politiques sont conviées pour l'événement, sauf le groupe Lyot. Si vous ne vous souvenez pas du groupe Lyot, ils se sont distingués lors des débats sur la réforme des retraites en déposant des motions de censure, dont une qui a failli aboutir à 9 voix près, et une proposition de loi pour abroger la dite réforme. Donc, je reformule ma question de départ, Emmanuel Macron boude-t-il comme un enfant de 6 ans ? Parce que, quelle pourrait être la raison de cette omission, sinon quelques rancunes liées à l'épisode des retraites ? Pas très fair-play, le président. Ce d'autant plus que cette initiative politique apparaît pipée dès le départ selon l'opposition de la NUPES. En effet, les partis et groupes politiques du pays ont été conviés à cette initiative via un courrier. Courrier qui balise d'avance les thèmes qui seront abordés. Parmi ces derniers, l'international, l'autorité et la cohésion de la nation, ainsi que les questions institutionnelles.
Engager un dialogue en imposant les termes, ce n'est pas vraiment ce que l'on appelle un dialogue. D'autant plus que les thématiques imposées n'ont pas l'air de laisser beaucoup de place à la question sociale. Boris Vallaud et la NUPES ne se font d'ailleurs pas d'illusions sur cet outil, ils le jugent même inutile. Je cite le député PS, « Ne me demandez pas de commenter l'outil, mais plutôt les questions. L'une d'elles porterait-elle sur la réforme des retraites ou la taxation des profits ? On dirait bien que non. » La NUPES compte d'ailleurs boycotter le dîner prévu demain soir. Manuel Bompard, lui, est clair. Le thème central doit être la réforme des retraites. Si le président de la République envisage un ou plusieurs référendums, la priorité, c'est de faire voter les Français sur la question du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. C'est ce que les Français ont demandé majoritairement, massivement, pendant des mois et des mois. Donc c'est le seul référendum, entre guillemets, que je pourrais appuyer. Par l'intermédiaire de ce courrier, le président Macron n'a pas manqué, comme il nous y habitue désormais, à s'auto-congratuler, pour rester poli. Il estime avoir mené une politique d'indépendance et de justice et se vante d'avoir su forger des compromis utiles. Non seulement il impose les termes du débat, mais en plus, il se fout de la gueule du monde. C'est la rentrée pour tout le monde. Hier, nous vous parlions de celle de Gabriel Attal et de Gérald Darmanin ce week-end, alors que ce début de semaine est marqué par les universités d'été du MEDEF. La REF, pour Rencontre des entrepreneurs de France, qui se tient à l'hippodrome de Longchamp, situé à l'ouest de Paris, s'est ouverte avec une intervention du président Macron, diffusée en vidéo. Par 4 fois, il répétera avoir besoin des entrepreneurs et patrons pour notamment gagner la bataille du plein emploi. La bataille la plus importante à ses yeux. Ceux qui pensaient qu'il mettait l'écologie au premier plan apprécieront. Une dizaine de membres de l'exécutif ont fait le déplacement, et notamment Elisabeth Borne, au premier rang de l'assistance quand Patrick Martin, le nouveau président du MEDEF, a réexprimé la mise en garde. Pour lui, l'annonce du report de la suppression de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, c'est un impôt de production qui aura dû disparaître en 2024 et qui finalement le sera graduellement jusqu'en 2027, est pour lui un mauvais signal envoyé aux entreprises. Mais Elisabeth Borne, sans ciller, s'est voulue rassurante en déclarant que le gouvernement mène une politique de l'offre pro-business et qu'il ne changera pas de cap et n'inclura pas de hausse d'impôts, sans pour autant revenir sur le report de la suppression de la CVAE. En effet, difficile de supprimer des impôts, donc des revenus pour les caisses de l'État, et là en l'occurrence pour les collectivités territoriales, et en même temps de réduire la fameuse dette publique. Ménager la chèvre et le chou est un équilibre instable qui finit souvent par s'effondrer. Oppenheimer. Vous avez entendu ce nom tout l'été. Le père de la bombe atomique et le spectaculaire biopic sur la victoire américaine de la course à l'armement lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette exclusivité n'a été que de très courte durée. De nombreux pays se sont dotés de cette arme de dissuasion, dont la France. Et pour apprendre à manier et faire évoluer une telle puissance, il a constamment fallu expérimenter, quitte à utiliser cette arme de destruction massive. On dénombre ainsi environ 2000 essais nucléaires dans le monde et 193 rien que pour la France. Pour se permettre de telles expérimentations, cette dernière fait usage de son territoire et de ses anciennes colonies. Ainsi, en 1966, après avoir irradié le Sahara à travers 17 essais nucléaires, direction la Polynésie et l'océan Pacifique. Seulement, cette vaste étendue n'est pas inhabitée. Elle abrite environ 2000 personnes, dont 600 enfants. En cette journée internationale contre les essais nucléaires, les répercussions sont encore visibles et les témoins de ces essais, ainsi que leurs descendants, continuent à demander réparation. Militaires, travailleurs civils, habitants locaux, les personnes exposées à ces radiations sont nombreuses. On en dénombre 170 000 et beaucoup affirment que les essais nucléaires sont la cause de nombreux cancers dans l'archipel. Et il aura fallu au gouvernement presque 50 ans pour reconnaître les impacts sur l'environnement et la santé en Polynésie et mettre en place un dispositif juridique qui encadre l'indemnisation des victimes des essais nucléaires avec la loi Morin du 5 janvier 2010. Mais voilà, aujourd'hui, comme 10 ans plus tôt, l'indemnisation est toujours aussi difficile à obtenir. En cause, une notion de seuil d'exposition trop peu contextualisée et un seuil pas suffisant à refléter la réalité. Pour les organisations locales, le seuil du 1 millisievert comme unité d'exposition à la radioactivité reste le coupable principal et appelle à son retrait immédiat. Ce sont les
disons, les outils qu'ils utilisent pour reconnaître ces maladies, ces malades-là qu'il faudra changer. Donc, pour nous, tout simplement supprimer le fameux millisivert. Est-ce qu'on a les outils à partir de telle ou telle quantité? Si on ne les a pas, il faudra faire une proposition pour reconnaître autrement, sans mesure. Il faut ajouter à cela une enquête de Disclose de mars 2021 qui remet en question les estimations du commissariat à l'énergie atomique et explique que la radioactivité reçue par certains Polynésiens après les 6 essais nucléaires les plus contaminants était 2 à 10 fois supérieure aux estimations du CEA. Des révélations qui ont ouvert des nouvelles recherches de l'INSERM qui viennent confirmer l'augmentation des risques de cancer de la thyroïde chez les personnes exposées aux essais nucléaires. On vous en parlait il y a peu. Voici arrivé le jour que le principal intéressé n'attendait sans doute pas si vite. Le procès de Jean-Marc Morandini pour harcèlement sexuel et travail dissimulé vient de trouver son issue aujourd'hui au tribunal de Paris. Le protégé de Vincent Bolloré, qui sera sans doute à l'antenne demain matin, vient d'être reconnu doublement coupable par la justice. Lors de son procès en juin dernier, le parquet avait requis 6 mois d'emprisonnement avec sursis. C'est exactement la sentence qui est tombée aujourd'hui lors de l'audience où était absent le présentateur vedette de CNews. Jean-Marc Morandini, 57 ans, est donc reconnu coupable d'avoir encouragé des jeunes comédiens âgés de 19 à 26 ans à s'exhiber nus lors de casting, allant jusqu'à se faire passer pour une directrice de casting fantôme pour obtenir des photos et vidéos de nus, jusqu'à même des scènes d'éjaculation. Lors de l'audience de juin, le ministère public avait fustigé le goût de la manipulation d'un animateur à la personnalité narcissique et rigide qui rend difficile une remise en question de lui-même. À ce titre, le tribunal a décidé ce jour de cumuler à la peine initiale une obligation de soins pour Jean-Marc Morandini. Aussi, l'animateur a été reconnu coupable de travail dissimulé concernant 5 plaignants, des acteurs qui avaient travaillé sur le tournage de plusieurs épisodes d'une production sans être ni rémunérés ni déclarés. Ce n'est qu'à la suite des révélations du magazine Les Inrocks, après un long travail de notre consoeur Fanny Marlier, que Jean-Marc Morandini avait concédé de les payer en août 2016. Pour terminer ce bulletin d'infos, direction le Gabon où se sont déroulées samedi des élections à triple scrutin pour décider de nouveaux députés, représentants municipaux et surtout d'un président. Alors si le vote s'est relativement bien déroulé, pour les quelques 850 000 Gabonais, des irrégularités ont tout de même été relevées dans le processus. Certains bureaux de vote ont, par exemple, été amenés à fermer plus tard par absence de bulletins au nom du principal opposant du président sortant, Albert Ondo Ossa, ou encore la présence de bulletins de vote au nom de candidats s'étant retirés précédemment. Le plus inquiétant, c'est que le gouvernement gabonais a décidé de couper Internet sur tout le territoire et a mis en place un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Les officiels invoquent l'intérêt supérieur de la nation, la nécessité de parer aux appels à la violence et aux fausses informations sur les réseaux sociaux et de prévenir tout débordement et assurer la sécurité des populations. Ils ont en outre appelé à élire d'office l'opposant Albert Ondo Ossa. Pour ne pas arranger les suspicions, les diffusions au Gabon des médias France 24, RFI et TV5 Monde ont temporairement été suspendues par manque d'objectivité et d'équilibre dans le traitement de l'information en lien avec les élections générales en cours, relate la principale chaîne publique du pays. L'absence d'observateurs internationaux ainsi que l'interdiction faite à de nombreux journalistes étrangers d'entrer au Gabon pour couvrir les élections inquiètent également. Pour rappel, la dynastie Bongo, comme l'appelle Albert Ondo Ossa, dirige le pays depuis 55 ans et est, selon le professeur d'économie de l'université de Libreville, responsable de la mauvaise gouvernance du pays gangréné par la corruption dont elle est l'épicentre. Depuis les indépendances, le Gabon est un haut lieu de la France-Afrique et de ses turpitudes financières. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Un format qui entre dans notre programmation d'été. En attendant la reprise de nos directs à la rentrée, nous continuons à vous proposer nos reportages, nos enquêtes, nos entretiens, nos plateaux d'analyse, de débat et de décryptage au quotidien. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, l'Arcom nous ayant conventionné, le média va bel et bien débarquer sur le petit écran d'ici à la fin octobre. Nous vous invitons à rejoindre la page dédiée à cet événement inédit dans le PAF sur le site KissKissBankBank. Le lien est dans la description ou alors en cliquant juste ici si vous êtes sur YouTube. En attendant, restez connectés aux médias grâce notamment à la diffusion de nos programmes en 24/7 sur YouTube. Je vous dis à très vite. Depuis des mois,
nous vous en parlons. Depuis des mois, nous travaillons d'arrache-pied pour réaliser l'impossible. Obtenir le droit d'être diffusé à la télé et concurrencer les médias mainstream sur leur propre terrain. C'est maintenant chose faite. Dès la fin du mois d'octobre, le média sera sur vos écrans. Enfin, le paysage audiovisuel français comptera une chaîne télé de gauche, une chaîne d'information populaire et indépendante. Nous allons pouvoir porter la voix de ceux qui luttent et de ceux qui s'opposent à Macron et à l'extrême droite. Nous allons pouvoir raconter le monde avec nos mots, avec vos combats. Soyez prêts pour le grand virage qui s'annonce. Rendez-vous dès maintenant sur KissKissBankBank. Inscrivez-vous pour suivre cette aventure médiatique inédite. Ensemble, révolutionnons la télé.